Monsieur, vous allez devoir bouger. Ce siège n'est pas fait pour des gens comme vous. Ces mots résonnaient dans la cabine tranquille et luxueuse de la première classe du vol 782 de Skylux Airlines, de New York à San Francisco. Lauren Hayes, l'hôtesse principale, se tenait raide près de la rangée 2, les bras croisés, avec autorité. Sa voix était calme, mais ses yeux portaient l'arrogance froide de quelqu'un habitué à se faire obéir. Daniel Carter leva lentement les yeux de sa tablette. C'était un homme noir, grand et élégamment habillé, dans la quarantaine. Son regard, calme mais perçant, croisa celui de Lorraine, sans aucune peur. Il avait déjà entendu ces mots. Pas forcément dans le même contexte, mais le message avait toujours été le même. Tu n'as pas ta place ici. Quand il était enfant à Atlanta, on lui avait interdit d'utiliser la piscine municipale. À l'université, des agents de sécurité le suivaient dans les boutiques de luxe. Même au début de sa carrière, il avait été ignoré, sous-estimé, mis de côté. Mais c'était il y a longtemps. Daniel Carter n'était plus ce garçon à qui on refusait la baignade, ni ce jeune homme scruté avec suspicion. Il était désormais le fondateur et PDG de Carter Tech Solutions, l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus prospères au monde, valorisée à plus de 3 milliards de dollars. Ce que Lauren Hayes ignorait ou choisissait d'ignorer, c'est que Daniel n'était pas un simple passager à la place de A. C'est que c'était l'homme que Skylux Airlines avait passé des mois à courtiser pour décrocher un contrat technologique de 50 millions de dollars afin de moderniser leur système de service client obsolète. Un système conçu pour éviter justement le genre de biais qu'elle était en train d'appliquer. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme noir occupant un siège qu'elle croyait réservé à quelqu'un d'autre. « Je suis désolée, répéta Lorraine, son sourire professionnel se crispant en quelque chose de beaucoup moins amical. Ce siège est réservé à l'un de nos passagers d'élite. Madame Victoria Evans s'assoit toujours ici. Elle a demandé sa place habituelle aujourd'hui. Daniel posa calmement sa tablette. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit à la fois sa carte d'embarquement et sa carte de membre Platinum. C'est mon siège attribué. 2A. Les passagers autour firent une pause. Certains baissèrent leurs livres, d'autres échangèrent des regards. Quelques-uns, sentant la tension, sortirent discrètement leur téléphone pour filmer. Avant que Lorraine ne puisse répondre, Brad Collins, le superviseur de cabine, arriva, grand, large d'épaules, visiblement agacé. Il se plaça à côté de Lorraine et jeta un regard rapide et méprisant à Daniel. « On peut vous proposer un autre siège, monsieur » dit Brad. « Quelque chose de plus approprié. » Il ne prononça pas ces mots à voix haute, mais le message était clair. Quelque part, hors de vue. Quelque part, moins visible. Quelque part, plus en accord avec quelqu'un comme vous. La mâchoire de Daniel se serra. « C'est mon siège attribué, dit-il fermement. Je ne bougerai pas. » Une voix aiguë trancha les murmures croissants depuis l'allée. Victoria Evans, vêtue d'une robe Chanel impeccable et serrant un sac à main coûteux, s'avança. Elle était dans la cinquantaine, le visage marqué par un dédain poli. « Je m'assois toujours ici, » déclara Victoria, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « C'est pratiquement mon siège. » Vous comprenez sûrement que la position sociale n'est pas négociable. Entre Lorraine acquiesça. Monsieur, veuillez coopérer. Nous ne voudrions pas envenimer la situation. Daniel prit une profonde inspiration. L'atmosphère dans la cabine avait changé. Les passagers n'étaient plus seulement curieux. Ils étaient dans l'attente. Certains évitaient son regard. D'autres observaient intensément, leur téléphone toujours en train d'enregistrer. Il connaissait ce sentiment. Il l'avait ressenti toute sa vie. Être jugé, non pas pour ses réussites, mais pour la couleur de sa peau. Se faire dire subtilement ou directement qu'il n'avait pas sa place. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était pas un jeune homme en quête d'approbation ou d'acceptation. C'était un leader, un homme responsable de milliers d'employés, un homme qui comprenait le pouvoir et l'influence. Et il n'allait pas reculer. « Je ne céderai pas ma place, » répondit Daniel calmement. « J'ai acheté ce billet. Je suis membre Platinum. C'est mon siège. » Un silence s'installa dans la cabine. Même ceux qui tentaient de paraître indifférents ressentaient la tension, tendue comme un câble, sous pression.
Brad se pencha près de Lorraine, parlant doucement. Daniel entendit clairement les mots. « Force-le !» Le sourire de Lorraine disparut. Elle se redressa et hocha légèrement la tête. En quelques instants, 2 agents de sécurité montèrent à bord de l'avion, se dirigeant rapidement vers le siège de Daniel. Les passagers poussèrent un cri de surprise. Plusieurs levèrent leur téléphone. L'enregistrement continuait. Le monde regardait. Pour l'instant, l'équipage ne réalisait pas encore l'importance de la situation. Mais à l'approche des agents, Daniel rassembla calmement sa mallette. Il se leva sans protester, la tête haute, le dos droit. Il avait passé sa vie à se préparer à des moments comme celui-ci. « Je partirai de mon plein gré », dit-il calmement. « Mais sachez une chose, vous venez de faire la plus grosse erreur de votre carrière !» Lorraine sourit en coin. Brad croisa les bras. Victoria sourit triomphalement. Ils croyaient avoir gagné. Ils ignoraient la tempête qu'ils venaient de déclencher. Daniel Carter marcha calmement dans la passerelle, les regards de dizaines de passagers brûlant son dos. Les agents de sécurité l'encadraient sans tenter de le toucher. Même eux semblaient sentir que cet homme était différent. Il ne criait pas, ne se disputait pas. Sa sérénité silencieuse rendait la situation encore plus pesante dans le terminal. Daniel s'arrêta près de la porte 12. Il posa soigneusement sa mallette à ses côtés et sortit son téléphone. Les passagers défilaient à côté de lui, certains chuchotant, d'autres filmant. Quelques-uns le regardaient avec sympathie, même si personne n'avait pris la parole à bord. Il ouvrit son application photo, tint le téléphone stable et commença calmement à enregistrer une déclaration. « Je m'appelle Daniel Carter. J'ai été retiré de mon siège attribué en première classe chez Skylux Airlines. Malgré un billet valide et un statut platine, on m'a dit que ce siège n'était pas destiné à des gens comme moi. Voici ma documentation officielle de l'incident. » Pendant qu'il parlait, une jeune femme s'approcha, serrant son téléphone. « Elle avait... » « J'ai tout enregistré, » dit-elle doucement. « Du moment où l'hôtesse vous a demandé de bouger jusqu'à ce qu'il vous expulse, j'ai capté autre chose. » Elle montra sa vidéo. Dans le clip, on voyait Victoria Evans glisser un billet plié dans la poche du superviseur de cabine Brad Collins, juste avant que Daniel ne soit escorté dehors. « Je trouvais ça bizarre à l'époque, » ajouta la femme. « Maintenant c'est clair, ils ont été soudoyés !» Daniel hocha la tête une fois. « Merci de m'envoyer la vidéo et de garder une copie pour vous. » Elle tapa son numéro dans son téléphone, tremblant légèrement. « Ce qu'ils ont fait était mal. Si vous avez besoin que je témoigne, je le ferai. » Daniel la remercia, la voix calme mais déterminée. Il avait été témoin de nombreuses injustices dans sa vie, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas juste personnel. C'était systémique. Un abus de pouvoir clair, enregistré par plusieurs témoins. Et bientôt le monde entier en serait témoin. Il se tourna et fit un autre appel. « Élise, active l'équipe juridique. Prépare la réponse RP. Il faut agir vite. » Elsie Thompson, sa directrice des opérations, répondit immédiatement. Elle travaillait avec Daniel depuis plus de 10 ans et comprenait la gravité dans son ton. « Déjà en cours. Notre conseil juridique examine les droits des passagers et les lois antidiscrimination. La communication prépare une déclaration et les alertes sur les réseaux sociaux suivent l'incident. Plusieurs vidéos sont déjà en ligne. » Daniel hocha la tête. « Parfait. Mobilise l'équipe des actionnaires. Je veux qu'ils soient informés. » Il raccrocha et regarda à nouveau l'avion à travers les grandes fenêtres du terminal. Il pouvait encore voir le logo Skylux sur le côté de l'appareil. La même compagnie qui avait passé les 6 derniers mois à négocier un contrat de 50 millions de dollars avec son entreprise. Il voulait sa technologie pour moderniser leur service client. À la place, il lui avait offert un exemple concret du biais même que ces systèmes étaient conçus pour détecter et empêcher. L'ironie était frappante. En moins de 30 minutes, la nouvelle de l'incident commença à se répandre en ligne. Les vidéos filmées par plusieurs passagers montraient non seulement la résistance calme de Daniel, mais aussi le préjugé évident du personnel et la corruption. Des hashtags comme Anti-Skylux Discrimination et Justice pour Daniel commencèrent à trending. Célébrités, dirigeants d'entreprises et militants ont commencé à relayer l'histoire.
Au moment où Daniel est arrivé dans le salon privé où Élise et l'équipe juridique s'étaient rassemblés, le nombre de vues avait dépassé les 2 millions et augmentait rapidement. Élise se leva pour l'accueillir. « C'est déjà une affaire nationale. Plusieurs grands médias demandent des interviews. » Daniel secoua la tête. « Pas encore. On laisse d'abord la vidéo parler d'elle-même. Pas de déclaration avant que l'image complète soit claire. » La responsable juridique, Sarah Mendis, tendit une tablette à Daniel. L'analyse juridique préliminaire révèle plusieurs infractions. Discrimination raciale, non-respect d'une place payée et attribuée, et possible fraude liée à un pot de vin. Nous avons aussi des motifs pour un procès d'actionnaire si nécessaire. Daniel consulta le rapport en silence. Il ne ressentait pas encore de colère. Ce qu'il ressentait, c'était une détermination calme et brûlante. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de responsabilité. Il se tourna vers Élise. Programme une réunion avec le conseil d'administration de Skylux aujourd'hui et prépare une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Élise hocha la tête. Compris. Pendant que l'équipe se mettait en ordre de marche, Daniel s'assit un instant, observant l'effervescence. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à l'adversité, mais jamais auparavant les enjeux ne concernaient pas seulement sa dignité, mais la culture d'une industrie entière. Brad Collins, Lauren Hayes et Victoria Evans croyaient avoir maintenu leur ordre social. Ils avaient exclu un homme qu'ils jugeaient déplacé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Daniel Carter n'était pas un simple passager. C'était leur plus grand actionnaire individuel, avec le pouvoir non seulement de contester leur injustice, mais de transformer toute la compagnie aérienne à jamais. À exactement 13h15, Daniel Carter entra dans la salle de réunion vitrée du siège de Skylux Airlines. Il avançait avec l'autorité tranquille d'un homme qui comprend le pouvoir. Pas seulement celui de la richesse, mais celui du but. Derrière lui suivait Elise Thompson, sa directrice des opérations, Sarah Mendis du service juridique et 2 autres conseillers seniors. La salle de réunion, habituellement lieu de discussion d'entreprise contrôlée et préparée, ressemblait maintenant à une salle d'audience. Le PDG de Skylux, Richard Williams, était assis à la tête de la longue table, flanqué du directeur financier, du directeur juridique et de plusieurs membres du conseil. La pièce était inhabituellement remplie. Des représentants des relations publiques, quelques chefs de département seniors et des assistants juridiques se tenaient le long des murs. Sur un grand écran au fond de la salle, une vidéo en pause montrait la scène désormais célèbre. Lauren Hayes, debout au-dessus de Daniel en siège 2A, Brad Collins à ses côtés et Victoria Evans lançant un regard accusateur. La vidéo avait déjà été vue plus de 18 millions de fois. Les grands médias la diffusaient en boucle chaque heure. Les réseaux sociaux bouillonnaient de colère. Les investisseurs avaient commencé à appeler et surtout, le cours de l'action avait chuté de 14% en une seule matinée. Derrière, Williams se leva pour saluer Daniel. Son visage était pâle. Sa confiance habituelle en salle de réunion érodée. « Monsieur Carter, merci d'avoir accepté de nous rencontrer si rapidement », commença Williams, la voix tendue. « Je tiens d'abord à vous présenter nos plus sincères excuses. »« Je ne suis pas ici pour des excuses », interrompit Daniel. Son ton était calme, mais la fermeté de ses mots fit taire toute la salle. « Occupons-nous des faits. » Il posa sa tablette sur la table et la connecta à l'écran. La vidéo en pause disparut, remplacée par une présentation intitulée Échec systémique, étude Skylux Airlines. Des murmures stupéfaits parcoururent la salle. Élise acquiesça légèrement. Tout le conseil savait que ce n'était pas une plainte ordinaire d'un passager. Daniel était venu préparé pour bien plus qu'un simple grief personnel. Premièrement, commença Daniel, votre personnel a violé les lois fédérales antidiscrimination en le délogeant d'un siège payant attribué sur la base de la race et des préjugés sociaux. Il passa à la diapositive suivante. Elle montrait un chronologie de l'incident avec capture vidéo et transcription. Deuxièmement, vos employés ont accepté un pot de vin d'un autre passager pour appliquer cette discrimination. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Sarah Mendis se pencha en avant. Notre équipe juridique a confirmé que la corruption et la discrimination raciale dans le contexte de l'aviation commerciale exposent Skylux à des responsabilités civiles et pénales. Un membre du conseil a toussé nerveusement mais n'a rien dit. Troisièmement, continua Daniel, ce n'était pas un incident isolé. Nous avons rassemblé des rapports et des témoignages
de plusieurs passagers décrivant des traitements discriminatoires similaires lors de vols Skylux. Mon équipe technique a également analysé 6 mois de retours clients provenant de sources publiques. Le schéma est indéniable. Il a fait avancer la diapositive. Un graphique en barre est apparu, montrant des disparités dans les réassignations de sièges, les taux de plainte et la qualité du service affectant de manière disproportionnée les passagers de couleur. À ce moment-là, Richard Williams avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule heure. « Enfin, dit Daniel, cet incident menace la survie même de Skylux Airlines. » Il fit une pause. « Vous avez déjà perdu 14% de votre valeur boursière. Les analystes financiers prévoient de nouvelles baisses. Les annonceurs se retirent. Les associations de défense des consommateurs lancent des appels au boycott. » Williams tenta d'intervenir. « Nous prenons des mesures pour... » Daniel leva la main. « Vos mesures ne suffiront pas. Le public ne croit plus la déclaration des entreprises. Il croit aux actions visibles, mesurables, responsables. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Même la responsable RP, carnet de notes rempli de points clés à la main, resta figée. Sarah Mendy ajouta: « Si aucune mesure corrective n'est prise immédiatement, des poursuites judiciaires s'en suivront. Les investisseurs pourraient chercher à récupérer leurs pertes. Les régulateurs fédéraux interviendront. » Daniel laissa retomber le poids de cette déclaration avant de continuer. « En tant que plus grand actionnaire individuel de Skylux détenant un peu moins de 27% combiné à mes partenaires stratégiques, j'exerce mon droit de convoquer un vote d'urgence des actionnaires. » Des murmures éclatèrent autour de la table. Un membre du conseil murmura à un autre: « Et ne bluffe pas. » « Je propose les actions suivantes, » dit Daniel en passant à la dernière diapositive. « Premièrement, le licenciement immédiat des 3 employés impliqués, Lauren Hayes, Brad Collins et le capitaine Reynolds. Deuxièmement, l'interdiction définitive de Victoria Evans de tous les services Skylux. Troisièmement, l'admission publique complète des pratiques discriminatoires, avec un engagement contraignant à mettre en œuvre des protocoles d'élimination des biais développés par Carter Tech Solutions. Quatrièmement, une suspension obligatoire des services de l'ensemble de l'entreprise pendant 48 heures pour mener une formation intensive sur l'équité et l'éthique. Cinquièmement, la création d'un conseil indépendant de l'équité des passagers avec pouvoir d'audit et de sanction. Le directeur financier pâlit. Une suspension de 48 heures coûterait des millions, potentiellement des dizaines de millions. Daniel le regarda calmement. « Et combien vous coûterait une chute de 30% de la valeur des actions? Ou un recours collectif, ou des sanctions gouvernementales. » Williams se frotta les fronts. « Vos exigences sont sévères. » « Non, le corrigea Daniel. Elles sont justes. La gravité vient des actes de vos employés, pas de ma réponse. » Un silence tendu suivit, puis Élise prit la parole pour la première fois. « Skylux a sollicité Carter Tech Solutions pour un contrat de 50 millions de dollars afin de moderniser votre plateforme d'expérience client. Ce contrat est suspendu indéfiniment jusqu'à ce que ces conditions soient remplies. De plus, Carter Tech et ses partenaires réévalueront leurs investissements en fonction de votre réponse d'aujourd'hui. » La salle sembla soudain changer l'atmosphère. Ce n'était pas une négociation. C'était un test de la volonté de Skylux de survivre ou de s'effondrer. Richard Williams avala difficilement sa salive. Il se tourna vers les autres membres du conseil. « Je recommande d'accepter les conditions de M. Carter une par une. C'est moi, à contre-cœur mais résigné. » Le conseil acquiesça. Daniel conclut la présentation. Ensuite, nous avançons. À 15 heures, un communiqué officiel fut publié. Skylux annonça les licenciements, l'interdiction du passager et l'adoption du programme antidiscrimination de Carter Tech. La société s'engagea également à verser 25 millions de dollars pour soutenir les efforts de diversité et d'inclusion dans toute l'industrie. L'idée. Ce soir-là, les médias présentèrent le résultat comme un tournant pour la responsabilité des entreprises. Mais Daniel n'avait pas fini. Il réunit une seconde réunion plus petite avec les départements RH et juridiques de Skylux. Élise et Sarah l'ont rejoint. « Il faut s'attaquer à la culture plus large qui a permis que ça arrive », a dit Daniel.
Virer 3 personnes ne réglera pas ça. Il a présenté un examen complet des politiques de recrutement, de promotion et de service client de Skylux. Les outils d'IA de Carter Tech analyseraient les schémas de biais. Les employés qui avaient déjà soulevé des inquiétudes sur la discrimination seraient invités à partager leurs expériences en toute confidentialité. Ce ne sera pas facile, admit Elise. Ça va révéler des vérités dérangeantes. C'est nécessaire, répondit Daniel. Sinon, ça se reproduira. La compagnie aérienne a accepté. Pendant les 2 semaines suivantes, ils ont commencé à mettre en place les changements. Lauren Hayes, Brad Collins et le capitaine Reynolds ont été escortés hors des locaux ce même après-midi. Les caméras de sécurité ont filmé le départ. Le même ordre social qu'ils avaient imposé à Daniel s'était maintenant retourné contre eux. Victoria Evans a reçu une interdiction à vie et une notification légale l'informant de poursuites pour corruption et tentative de fraude. Pendant ce temps, les outils de surveillance de Carter Tech ont été déployés dans les services clients de Skylux. Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, les données servaient non pas à défendre son image, mais à la rendre responsable. Les passagers ont remarqué ce changement. En quelques jours, les réseaux sociaux ont commencé à partager des histoires nouvelles, non pas de discrimination, mais d'équité inattendue. Des agents de bord intervenant quand des passagers étaient maltraités. Des superviseurs s'assurant que le placement des sièges soit juste. Le ton du voyage a commencé à changer, et derrière tout ça se tenait Daniel Carter. Sa résistance silencieuse en siège 2A était devenue plus qu'un moment viral. C'était devenu un mouvement. À la fin du mois, l'action Skylux s'était stabilisée. Certains investisseurs sont revenus, d'autres saluent la transparence de l'entreprise et sa volonté de réforme. Mais la victoire était culturelle. La compagnie aérienne ne s'était pas contentée de présenter des excuses, elle avait changé. Et tout avait commencé parce qu'un homme avait refusé de céder sa place. 2 jours après la prise de conscience au conseil d'administration, Skylux Airlines entrait en territoire inconnu. À exactement 6 heures du matin, tous les vols Skylux ont été cloués au sol. Pas à cause du temps, ni d'une panne technique, mais à cause d'une décision prise au plus haut niveau. Une décision qui allait coûter des millions en pertes, mais qui pourrait bien sauver l'avenir de la compagnie. Les 12 000 employés de Skylux, pilotes, équipages, agents du service client, cadres, devaient tous suivre une formation obligatoire intitulée « Équité en action », l'initiative Carter Tech. La suspension a fait des gros titres partout dans le monde. CNN, CNBC et le New York Times ont rapporté ce mouvement sans précédent. Certains commentateurs ont parlé de suicide d'entreprise. D'autres ont salué la prise de position la plus courageuse pour la responsabilité dans l'histoire de l'industrie aérienne. Au centre de formation Skylux de New York, les employés arrivaient par vagues. D'autres, sceptiques, les bras croisés en défi silencieux. Et d'autres encore, visiblement soulagés, comme s'ils attendaient que l'entreprise affronte enfin sa pourriture cachée. Dans la plus grande salle de conférence, Daniel Carter se tenait devant eux. Plus le passager humilié en siège de A, il était aujourd'hui l'architecte de leur nouvel avenir. Il était au niveau du sol, face à ceux dont les actions ou l'inaction avaient presque détruit sa dignité et leur compagnie aérienne. « Soyons clairs », commença Daniel. La voix ferme mais résonnante. Il ne s'agit pas de punir 3 personnes. Il s'agit de comprendre comment une culture de silence, de biais et de peur a permis à l'injustice de se produire. La salle était silencieuse. Des centaines de regards fixés sur lui. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui, et ça arrive tous les jours à des gens sans argent, sans pouvoir, sans personne pour filmer ou convoquer un conseil d'administration. Cette fois, la seule différence, c'est que vous avez sous-estimé la mauvaise personne. Quelques têtes se sont baissées. Les autres hochaient lentement la tête. Skylux ne peut pas réparer ce qu'elle refuse d'affronter. Alors aujourd'hui, nous allons l'affronter. Le premier module de formation était différent de toutes les vidéos d'entreprise ou séminaires qu'ils avaient jamais vus. Développé par la division de psychologie comportementale de Carter Tech, il plongeait les participants dans des situations réelles avec des clients. Avec des acteurs retraits incidents du vol 227.
Pas seulement l'expérience de Daniel, mais aussi celle de nombreux passagers anonymes dont les histoires étaient restées ignorées. Les employés regardaient du point de vue de ces passagers, ressentant ce que c'était d'être jugé au comptoir, ignoré à la porte d'embarquement, déplacé d'un siège à cause de la couleur de peau ou du statut social perçu. Certains employés pleuraient ouvertement, d'autres bougeaient mal à l'aise, réalisant pour la première fois que ce qu'ils avaient pris pour un protocole banal était souvent une discrimination déguisée. Lors d'un exercice, une jeune hôtesse de l'air nommée Mélissa se leva. « Je me souviens de ce vol, dit-elle, la voix tremblante. Je travaillais en classe économique. Je savais pas ce qui se passait en première classe à ce moment-là. Mais j'ai vu des choses comme ça. Je n'ai pas parlé. J'avais peur. » Daniel acquiesça. Et c'est exactement pourquoi ce programme n'est pas seulement pour ceux qui ont fait les pires choix. Il s'adresse à tous ceux qui ont déjà eu l'impression que parler leur coûterait leur emploi. Elise Thompson ajouta. À partir d'aujourd'hui, votre silence ne sera plus jamais exigé. Il ne sera jamais récompensé. Skylux protégera les employés qui dénoncent les préjugés, pas ceux qui les subissent. Le message se répandit dans la salle. Dans l'après-midi, un autre module présenta le nouveau protocole d'assurance équité passager de Skylux. Chaque plainte client serait désormais examinée avec les outils d'IA de Carter pour détecter les biais. Les superviseurs n'auraient plus le dernier mot sans une revue indépendante. Si les employés détectaient une discrimination, ils étaient habilités et désormais attendus à intervenir. Pour la première fois, l'équité n'était plus un simple slogan d'entreprise. Elle était mesurable, applicable, obligatoire. Pendant ce temps, la transformation de Skylux dépassait les cercles de l'industrie aérienne. Les organisations de défense des droits civiques saluaient les réformes. Les grands investisseurs qui avaient envisagé de se retirer commençaient à revenir prudemment. Daniel, lui, restait concentré non pas sur les gros titres, mais sur les histoires humaines qui se déroulaient dans ces salles de formation. Pendant une pause, un bagagiste s'approcha de lui timidement. Sa plaque indiquait Louis. « Monsieur Carter, » dit Louis doucement. « Je ne fais pas partie de la direction ni de l'équipage de cabine. Je ne traite pas souvent avec les passagers. Mais j'ai vu comment les gens comme moi, latinos, classe ouvrière, sont traités quand on essaye de prendre l'avion. Je voulais juste vous remercier, pas seulement pour vous être défendu, mais pour vous être défendu pour nous tous. » Daniel serra l'épaule de l'homme. « Je ne suis plus seul à me lever. Nous sommes tous ensemble. » Ce soir-là, après 12 heures de session intensive, la première journée de formation se termina. Des centaines d'employés restèrent dans le hall. Pas parce qu'ils devaient rester, mais parce qu'ils digéraient ce qu'ils venaient d'apprendre. Pour certains, le changement venait juste de commencer. Pour d'autres, il était déjà bouleversant. En les regardant, Daniel savait que les changements culturels ne se faisaient pas du jour au lendemain. Des erreurs seraient encore commises. Les préjugés ne disparaissaient pas avec une seule formation ou une note de service. Mais aujourd'hui, quelque chose de rare s'était produit. Le premier fil du silence avait été brisé. La première vague de responsabilité s'était propagée. Et l'homme à qui on avait dit un jour « tu n'as pas ta place ici » se tenait maintenant au centre d'une salle remplie de personnes prêtes à défier ce mensonge. Le chemin était loin d'être terminé, mais il avait commencé. À la fin du 3e jour de formation, les changements chez Skylux Airlines n'étaient plus théoriques. Ils étaient visibles, tangibles, et pour certains, profondément personnels. Alors que la majorité des employés adoptaient les nouvelles normes, 3 personnes furent convoquées pour faire face à leur propre compte-rendu dans une salle de conférence ordinaire au 12e étage du siège de Skylux. Lauren Hayes, Brad Collins et Victoria Evans étaient assis à une longue table. Pas de champagne, pas d'autorité, pas d'audience pour les applaudir. Seulement la directrice des ressources humaines, l'avocate générale et 2 agents de sécurité de l'entreprise. L'assurance autrefois confiante de Lauren s'était effondrée. Son uniforme parfaitement taillé ressemblait maintenant à un costume vide. Brad, qui dominait autrefois les passagers avec un visage sévère et une autorité tranchante, gardait les yeux rivés sur la table. Victoria Evans tenait son sac à main de créateur comme un bouclier, ses doigts manucurés tremblant légèrement. La directrice des ressources humaines commença sans cérémonie. Après une enquête approfondie, comprenant plusieurs enregistrements vidéo, des témoignages d'employés
et des données recueillies par l'équipe d'analytique de Carter Tech, nous avons conclu que chacun d'entre vous a eu un comportement en violation non seulement des politiques de Skylux, mais aussi des lois fédérales anti-discrimination. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Lauren Hayes, vous avez utilisé votre autorité de chef de cabine pour cibler injustement un passager payant uniquement à cause de sa race et de son apparence. Vous avez aggravé une situation qui n'aurait jamais dû exister. Lorraine ouvrit la bouche comme pour répondre, mais aucun son ne sortit. Elle savait qu'il n'y avait aucune défense possible. Brad Collins, en tant que superviseur de cabine, vous n'avez pas seulement failli à protéger les droits de notre passager, monsieur Daniel Carter, mais vous avez aussi activement participé à l'exécution d'une éviction injuste. Les preuves confirment que vous avez chuchoté « Forcez-le à rejoindre votre personnel ». Cette décision seule définira votre carrière. Brad tressaillit, la honte envahissant ses traits. Enfin, la directrice des ressources humaines se tourna vers Victoria. Madame Evans. En tant que voyageuse fréquente, votre statut platine vous offre des privilèges, pas le pouvoir d'opprimer. Vous avez soudoyé le personnel de la compagnie pour faire déplacer un autre passager. Cet acte seul vous disqualifie de voyager avec toute compagnie commerciale sous les nouvelles politiques d'alliance de Skylux. Le visage de Victoria, autrefois marqué par un sentiment de droit, affichait maintenant quelque chose de plus rare, la peur, avec effet immédiat. La directrice reprit « Vous êtes tous les trois bannis à vie de Skylux Airlines et de ses partenaires mondiaux. Votre emploi ?» Elle jeta un regard à Lorraine et Brad. « Est terminé. Madame Evans, vos privilèges sont révoqués. De plus, vos actions ont été signalées aux autorités fédérales. Une procédure civile est en cours. » Un lourd silence suivit. Des agents de sécurité s'avancèrent. « Veuillez rassembler vos affaires. » Les larmes de Lorraine commencèrent d'abord en silence, puis se transformèrent en sanglots incontrôlables. Brad se leva lentement, le visage pâle. Victoria resta assise un instant de plus, comme si elle croyait pouvoir inverser la décision par la seule force de sa volonté, mais même elle comprenait que l'époque de la complicité silencieuse était terminée. Alors qu'ils étaient escortés, passant devant des rangées d'employés qui comprenaient désormais le prix du bien non contrôlé, personne ne détourna le regard. Personne ne murmura de mots de sympathie. La responsabilité n'était pas de la cruauté, c'était de la justice. Plus tard, cet après-midi-là, Daniel Carter convoqua une réunion plus restreinte dans une autre salle de conférence. Cette fois, l'atmosphère était différente. Un espoir prudent avait remplacé l'attention. Des représentants du Conseil pour l'équité des employés de Skylux, nouvellement formés et divers à tout point de vue, étaient assis aux côtés de Daniel, Elise Thompson et du PDG, Richard Williams. La réunion ne portait pas sur la punition. Il s'agissait de restauration. Nous avons commencé à recevoir des retours de passagers notant une amélioration du service. Elise remarqua. Même ceux qui n'étaient pas au courant de l'incident ont commenté le professionnalisme et la courtoisie du personnel de Skylux. Une jeune hôtesse de l'air nommée Melissa, qui avait pris la parole pendant la formation, siégeait maintenant au conseil. Le plus grand changement, c'est que nous savons que la direction nous soutiendra si nous dénonçons les biais. Ce n'était pas toujours le cas. Daniel hocha la tête. La culture ne change pas en licenciant des gens. Elle change quand la majorité silencieuse trouve sa voix. Richard Williams se penche en avant. Daniel, le public veut savoir si vous pensez que Skylux a regagné votre confiance et votre investissement. Daniel fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Confiance n'est pas une déclaration, c'est un processus. Vous progressez, mais cela ne peut pas s'arrêter ici. Il sortait un document. Je propose que nous formalisions le protocole d'assurance d'équité pour les passagers dans les statuts de l'entreprise. En faire un engagement permanent, non soumis au changement de direction ou aux pressions du marché. Les membres du conseil acquiescèrent. « Considérez cela fait », dit Williams. Et Daniel, merci non seulement de nous tenir responsables, mais aussi de nous aider à devenir meilleurs. À la fin de la réunion, Daniel jeta un coup d'œil par les murs en verre de la salle de conférence vers le tarmac. Les jets Skylux étaient prêts pour leur prochain voyage. Ils ne représentaient plus seulement un moyen de transport. Ils étaient devenus des symboles d'une entreprise prête à affronter ses échecs et à tracer une nouvelle voie.
Ce qui avait commencé comme une humiliation avait déclenché une transformation. Et l'homme qu'on avait un jour dit qu'il n'avait pas sa place aidait désormais à façonner une entreprise où chacun en aurait une. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Daniel Carter avait été prié de quitter le siège 2A. 6 mois depuis la vidéo virale qui avait secoué une compagnie aérienne et forcé une industrie à affronter ses préjugés silencieux. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation était devenu le catalyseur d'un changement profond et mesurable. Skylox Airlines n'était plus la même entreprise. Ce n'était pas seulement une question de nouvelles politiques ou de marketing astucieux. Le changement allait plus loin. Les passagers l'avaient remarqué en premier. De petites modifications, mais indéniables. Les agents de bord appelaient chaque passager par son nom, peu importe l'apparence ou la classe du billet. Les plaintes n'étaient plus ignorées, mais examinées par un comité indépendant. Les systèmes d'IA de CarterTech surveillaient les services, identifiant les disparités avant qu'elles ne deviennent des crises. La satisfaction des employés avait atteint son plus haut niveau depuis une décennie. Personnel qui avait autrefois peur des représailles pour avoir parlé, se sentait maintenant encouragé à dénoncer les biais. Même le processus de recrutement avait changé, se concentrant non seulement sur les compétences, mais aussi sur l'empathie, la compétence culturelle et la prise de décision éthique. Mais peut-être que le changement le plus remarquable était culturel. Pandanta. Un vol de San Francisco à Atlanta, une jeune femme noire aborda nerveusement une hôtesse de l'air. Elle avait entendu des histoires de discrimination dans les airs et craignait ce qui pourrait arriver si un problème survenait avec son siège. L'hôtesse sourit. Nous sommes là pour servir chaque passager avec dignité. Madame, c'est pas seulement ma promesse, c'est désormais la politique de l'entreprise. La femme se détendit, rassurée non pas par de vaines paroles, mais par des actions concrètes. Pendant ce temps, Daniel Carter suivait cette transformation non pas à travers les gros titres, mais grâce aux données. Son équipe chez Carter auditait en continu les performances de Skylox. Et quand des écarts apparaissaient, comme c'était inévitable dans tout grand système, ils étaient traités en toute transparence. L'engagement de Daniel n'était pas pour la perfection, il était pour le progrès. Un après-midi, Richard Williams invita Daniel au nouveau centre de formation des employés de Skylux. Ce qui avait été un entrepôt abandonné était désormais un centre dynamique d'éducation, de narration et de formation à l'équité. Près de l'entrée, une plaque rendait hommage à ceux qui avaient refusé de céder leur siège et à ceux qui avaient refusé d'abandonner la lutte pour la justice. Daniel resta un moment silencieux, lisant ces mots. Son reflet lui renvoyait son regard sur le métal poli. « Tu n'as pas seulement changé une compagnie aérienne », dit Williams en s'approchant derrière lui. « Tu as changé notre façon de penser la responsabilité ?»« Je ne l'ai pas fait seul, » répondit Daniel. « J'ai juste refusé de rester silencieux. Le vrai travail a été fait par ceux qui ont voulu écouter. » Dehors, un groupe de nouveaux agents de bord se rassemblait pour l'orientation. Leurs uniformes étaient neufs, leurs visages reflétaient toutes les couleurs de la mairie. Une stagiaire aperçut Daniel et murmura à une collègue. « C'est lui, l'homme de la vidéo. » Mais pour eux, Daniel n'était pas qu'un gros titre ou un symbole. Il était la preuve que se lever, même quand c'est inconfortable, pouvait entraîner un vrai changement durable. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Daniel se préparait à embarquer. Le siège 2A l'attendait. Mais cette fois, ce n'était pas juste un siège. C'était un rappel. Un rappel que le progrès est possible quand le silence est brisé. Que la dignité ne se donne pas. Elle se revendique. Et que parfois, le chemin vers la justice commence à 10 000 mètres d'altitude. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout. Et si vous croyez en la justice, la dignité et la lutte contre l'injustice, abonnez-vous pour plus d'histoires fortes comme celle-ci. Ensemble, faisons en sorte que ces conversations continuent de prendre de la hauteur.